Elle se voit dans tous les milieux, tous les domaines, en amour comme en amitié, au travail comme dans la famille. Elle peut toucher tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel ou socio-professionnel, et n'est pas une question de genre. On parle de l'emprise aujourd'hui, un phénomène redoutable et insidieux. Cette relation de domination, d'instrumentalisation, alimentée par la fascination et par la peur, aboutit à une destruction de l'estime de soi qui enferme la victime dans son statut et sa souffrance. Et pourtant, tout avait si bien commencé. C'est ce que l'on entend souvent de la part des victimes d'emprise. Et c'est vrai, ce phénomène d'emprise débute par une vraie lune de miel. Et après, que se passe-t-il? Pourquoi n'arrête-t-on pas rapidement une relation toxique? Qui est ce dominant, ce bourreau? On cite les pervers narcissiques, mais qui sont-ils? Et y a-t-il d'autres profils? Quels sont les risques physiques et psychiques de cette relation inégalitaire? Comment réaliser que ce que l'on vit n'est pas normal? Et que faire? Et comment les proches peuvent-ils aider? Pour répondre à toutes ces questions, Anne-Clotilde Ziegler. Anne-Clotilde Ziegler, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé, ça va? Ah ouais, nickel. Merci beaucoup. Vous êtes psychothérapeute, Oui. auteur de Qu'est-ce que l'emprise, violence psychologique, physique, sexuelle dans la famille, le couple et au travail, comprendre les mécanismes et s'en prémunir. C'est paru en août dernier chez Solar et c'est un livre absolument passionnant. L'emprise, c'est un phénomène dont on parle de plus en plus, notamment avec les témoignages de victimes dans le milieu sportif, celui du cinéma, mais aussi lors d'affaires judiciaires de violences conjugales. Bien souvent, on utilise ce mot sans savoir ce qu'il recouvre. Le terme de pervers narcissique, lui aussi, est employé sans nuance. On va donc essayer avec vous de bien comprendre ce phénomène. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'emprise et en quoi c'est différent de la simple influence? Oui. Alors l'emprise, c'est une relation qui s'installe de pouvoir et de domination qui, comme vous l'avez dit, instrumentalise la proie, c'est-à-dire la réduit à l'état d'instrument, la déshumanise du fait et la dévalorise, voire la détruit. C'est une relation de pouvoir et à terme de destruction. En quoi ça se différencie de l'influence? Excellente question. Je vous remercie. Avec plaisir. L'école de psychologie systémique qu'on appelle l'école de Palo Alto, Václavic, etc., dit on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que si je ne veux pas communiquer avec vous, je dois faire mine que je ne veux pas communiquer. Et communiquer, c'est influencer. Donc, on ne peut pas ne pas influencer. Mais si c'est une influence, on va dire, normale, qui n'est pas fondée sur la volonté d'asservir autrui, de le manipuler, voire de le détruire, c'est juste de la communication interhumaine et c'est normal. Maintenant, si cette influence est malveillante, elle vise à dominer l'autre pour en extraire quelques avantages que l'autre ne veut pas donner, à l'insu de son plein gré, comme disaient les guignols de l'info, alors c'est une entreprise de manipulation. On pense à la propagande, qui peut tout à fait faire partie, on le verra, je pense, du tableau de ce qu'on va appeler la perversion narcissique ou de ce que j'ai fini par appeler les prédateurs pour être plus général dans les écoles de pensée sur ce sujet. Or, ce mécanisme ne survient pas brutalement, ça se construit, une emprise. Oui. C'est ça qui est redoutable. Ça se construit en 3 phases. On va prendre le cas d'une relation amoureuse. Tout commence par une phase de séduction. Tout commence par une phase de séduction, c'est la lune de miel, il ou elle a l'impression d'avoir rencontré le prince charmant, on mettra au genre qu'on voudra. Le prédateur use de 2 grosses ficelles, mais que malheureusement on ne voit pas, qui sont d'une part le love bombing, donc le bombardement d'amour, qu'on décrit aussi dans l'entrée dans des sectes, et qui d'entre nous n'aime pas être bombardé d'amour, de compliments, de reconnaissance, surtout que c'est pas toujours façon grosse Bertha, ça peut être de façon très raffinée, subtile. Mais ça valorise. Ça valorise énormément, c'est très agréable. D'une part, le love bombing, d'autre part, ce que j'appelle l'effet caméléon, ou effet moi aussi, qui va de tu aimes le cinéma bulgare, moi aussi, à t'aimes être heureuse, c'est dingue, moi aussi. Et la proie charmée, vous savez, comme avec K dans le livre de la jungle, n'y voit que du feu, ou plus exactement, elle a quelques préventions, mais c'est trop bon, donc elle y va, quoi. Alors, une des façons de se prémunir de ce genre de choses, c'est d'écouter son intuition. Comme dit mon amie Nagélie Perrault, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai.
Maintenant, le coup de foudre, ça existe aussi. Les belles relations d'amour, ça existe aussi. Les lunes de miel qui vont déboucher sur une histoire d'amour vrai, ça existe aussi. C'est ça. Je mets au défi quiconque de démêler l'un de l'autre. Avec un peu d'exercice, c'est possible, mais ça reste compliqué. Alors ensuite, c'est l'emprise elle-même que vous nommez dans votre livre ferrage. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est à ce moment-là que la victime commence à être isolée de son entourage? Oui, en fait, le ferrage, je le repère comme un moment relativement isolé dans le temps. Et alors, le ferrage stricto sensu, hein, c'est quand on pêche, c'est le Mhm. moment où L'hameçon. l'hameçon rentre dans la chair du poisson et où donc le poisson ne peut plus se dégager ou alors se dégage en y laissant un morceau de cajou. De la même manière, le ferrage dans l'emprise, c'est le moment où la proie ne peut plus se défaire de cette relation sans y laisser des plumes. Alors j'ai Mhm. coutume de dire qu'il vaut mieux y laisser des plumes que sa peau, mais on n'est pas toujours disposé à ça, surtout que la proie a le souvenir de la lune de miel précédente et va longtemps imaginer que c'est possible de le reproduire. Surtout que Mhm. dans la troisième phase, il y a des moments où la lune de miel revient pour réamarrer la proie. Donc la proie se dit, tu vois bien que ça marche, donc je vais rester. C'est ça, donc troisième phase, en fait, c'est la destruction de la victime par le Oui, pervers. Et oui. effectivement, là, le prédateur, comme vous l'appelez, alterne destruction-valorisation. Exactement, destruction, séduction. La proie n'est pas une andouille qui se laisse prendre parce qu'elle a un défaut cognitif ou émotionnel. C'est quelqu'un de tout à fait cortiqué, voire même un peu plus que la moyenne. Souvent, pas systématiquement, mais Mhm. souvent. Et donc, dès qu'elle commence à en avoir ras-le-bol parce que les destructions, les dévalorisations, les dénigrements s'empilent, elle commence à penser à partir, à arrêter là les frais. À ce moment-là, le prédateur, qui a une intuition très fine, l'intuition des psychotiques, on y reviendra souvent, hein, il a une très fine intuition, on voit bien ce qui se passe, et hop, refait un petit coup de séduction. Et donc la proie, qui a dépensé des trésors de bienveillance, amour, tout ce qu'on voudra, pour apaiser le prédateur, se dit, ben donc ça marche. Et donc elle reste, ça peut durer des décennies. Hein. Alors, la victime s'enfonce, mais le bourreau, lui, semble toujours d'un aspect tout à fait charmant à l'extérieur. Écoutez le témoignage de Christine. C'était dans le téléphone sonne sur France Inter, les pervers narcissiques, pourquoi on tombe dans le panneau. Écoutez-la. Dans son entourage à lui, ses amis, bien sûr, c'était moi la folle. C'était moi, parce que moi j'éclatais en public, forcément, pas lui. Oui. On me disait qu'il était un gentleman. Et il avait un tout autre langage, ne serait-ce que le ton était ordurier et un ton très vulgaire entre nous. Et c'était un homme très bien, notable dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est terrible, l'entourage, parce que lui, il est comme ça. Il est structuré comme ça. J'ai pardonné d'ailleurs. L'aspect extérieur, charmant. Ah oui, le masque de charmant, il est constant. Et ce que dit cette femme, j'opinais du bonnet Oui. tout le long du témoignage, parce que ce que raconte cette femme, c'est prototypal de ce qui se passe. Effectivement, à l'extérieur, il est charmant. Et l'entourage qui regarde la proie dépérir dit à la proie que c'est elle qui a un problème. Comme c'est C'est ça. aussi le discours du prédateur, c'est compliqué de discerner quand en plus on est isolé. Alors soit on est isolé parce que le prédateur a coupé les liens, soit on est isolé parce que le prédateur est tellement charmant que personne ne comprend. En effet. C'est quoi les conséquences psychologiques et physiques pour les victimes? Oui, alors elles sont graves et importantes. Alors, la caractéristique de l'emprise, qui s'appelle pour partie le harcèlement, met la proie sous stress constant. Donc d'abord, le stress, ça obscurcit la pensée et l'émotion. Et donc la proie n'est plus totalement en possession de ses moyens. Hein, je suis Mhm. sous stress, je passe sur France Culture, j'ai fait des fiches, alors que normalement, ce sujet, je pourrais en D'ailleurs, vous ne les parler. regardez pas beaucoup. Je ne les regarde. Oui, mais elles sont là, ça me Bien sûr, rassure, bien hein, sûr. parce que je peux manquer un mot, ou voilà. Donc d'abord, elle est sous stress cognitif, émotionnel. Elle est en régulièrement hyper-réaction émotionnelle, ce qui va permettre au prédateur de lui raconter qu'elle est folle. Elle doute en effet de sa santé mentale, voire même cognitive et mentale. Sous le coup de dénigrement constant et de retournement pervers,
Elle finit par effondrer son rapport à elle-même. L'estime de soi est à ras des pâquerettes, la confiance en soi laminée. Voilà. Et puis, à terme, elle peut finir par se déprimer, quelquefois gravement, avec hospitalisation, voire même se suicider, ce qui constitue un crime parfait. Est-ce que dans... Pardon, oui, comme vous me parliez des Oui. conséquences physiques, Oui. je pense que c'est très important Bien sûr. aussi. Alors, pour la petite histoire, mais il faudrait qu'un chercheur s'y penche, j'ai constaté beaucoup chez mes patientes proies de thyroïdite de Hashimoto, Qui est une maladie auto-immune. qui est une maladie auto-immune qui touche la thyroïde. Et alors, je suis pas médecin, donc j'ai pas le raisonnement qui va bien, mais j'ai constaté ça Mais beaucoup. on ne sait jamais ce qui déclenche, de toute façon, les maladies auto-immunes, Exactement. souvent des stress. Exactement. En tout cas, on a toutes les maladies liées au stress, donc des difficultés à dormir jusqu'aux troubles cardiovasculaires, aux douleurs d'estomac, etc. D'abord fonctionnelles, comme vous dites en médecine, hein, ça attaque la fonction de l'organe, puis organique, c'est-à-dire que l'organe lui-même finit par être atteint. Et donc, ça génère une très mauvaise santé, quelques troubles du comportement alimentaire, dans le sens soit d'une restriction et la personne est toute maigre, soit d'un afflux de bouffe pour compenser, auquel cas la personne grossit, etc. etc. C'est pas du tout bon pour la santé, cet exercice. Est-ce que de la part du prédateur, les violences physiques et ou sexuelles arrivent forcément? Non. Non. Il y a des couples, ça ne les empêche pas d'être extrêmement douloureux, qui se font sans violence physique, qui ont une histoire sans violence physique ou, on va dire, sans beaucoup de violence physique. Alors, sans beaucoup de violence physique, c'est quand même de la violence physique, hein, mais disons que les coups ne pleuvent pas tous les jours, voilà. Et on observe toutes les possibilités sexuelles chez les prédateurs, d'une sexualité normale à une sexualité déficitaire, en passant par une sexualité violente, à type de viol ou perverse. Quelque chose qui est quand même dans le couple assez constant, c'est ce que j'appelle le viol par harcèlement. C'est-à-dire que madame, je dis ça en riant avec mes patientes, parce qu'il faut bien rire un peu, utilise le pouvoir du bonobo, c'est-à-dire que pour calmer monsieur, elle consent à elle se laisse persuader de rapports sexuels dont elle n'a pas envie. Donc c'est déjà du viol. Et puis, voilà, il y a des viols qui sont plus violents, qui laissent en général beaucoup de jolies traces, mais ça n'est pas systématique. Voilà. On va parler dans un instant des bourreaux, mais d'abord, on va s'intéresser aux victimes. Est-ce que ça peut nous arriver à tous? Est-ce qu'il y a des profils? On répond tout de suite à ces questions. Carnet de santé consacré aux mécanismes d'emprise amoureux, familial, professionnel, amical. On en parle avec Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute. Donc on s'intéresse aux victimes qui sont en majorité des femmes, mais des hommes peuvent être bien sûr concernés. Oui. Qui sont ces victimes? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors oui et non. Tout le monde peut en effet tomber sous le joug. Tout le monde peut faire l'objet d'un essai d'emprise. Voilà. Tout le monde n'y tombe pas systématiquement et tout le monde n'y tombe pas systématiquement sur la longueur. Voilà. Alors, il faut avoir en tête que le prédateur, comme son nom l'indique, c'est un prédateur, c'est-à-dire que c'est un voleur, une tique, un coucou. Donc, il ne va pas s'intéresser aux petites proies sans richesse. Il va s'intéresser à des gens qui sont en général généreux, solaires, riches d'argent, parce que l'argent est toujours un sujet, riches de relations, riches de prestige, etc. etc. Voilà. Ces personnes solaires ont aussi tendance à être un peu naïves, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on est soi-même. Donc quand on est généreux, on n'arrive pas à concevoir que quelqu'un d'autre puisse ne pas l'être, d'une part. Et d'autre part, parce que souvent, surtout les histoires longues, reposent sur une trop grande tolérance de la proie au dysfonctionnement, parce qu'elles ont bien souvent grandi auprès de parents dysfonctionnels, physiquement violents, pervers, sous addiction, etc., ou de familles dysfonctionnelles. Donc, mais quand on dit dysfonctionnel, est-ce qu'éventuellement le fait de ne jamais avoir été valorisé par ses parents, voire dévalorisé, c'est une fragilité qui peut être... Alors, oui, ça peut. Je préfère utiliser le mot de vulnérabilité que de fragilité, parce que je ne veux pas laisser entendre que les proies sont des personnes fragiles. D'abord parce que ça renforce le gaslighting et qu'il n'en est pas question. Ensuite parce que c'est pas vrai.
Souvent, les proies sont des gens plutôt très forts, très solides, quoi. En revanche, vulnérable, c'est-à-dire que si on active le bon bouton, ça vient cogner une douleur. Des douleurs, on en a tous. Donc, Mais est-ce que, par exemple, un traumatisme de l'enfance à type d'inceste peut créer cette vulnérabilité-là? oui, absolument. Les vulnérabilités sont autour de l'abandon, de l'abus. Donc, évidemment, l'empereur des abus, c'est l'inceste ou le climat incestuel. À type de dévalorisation, les enfants aussi qui sont restés dépendants. Il y a un certain nombre de vulnérabilités qui ne déclenchent pas l'emprise, mais qui permettent qu'elle s'installe en fait, parce que le prédateur les lie, les repère et fait son nid dedans et appuie là où ça fait mal. Quand les victimes sont des hommes, c'est le même profil ou pas? Oui, c'est le même profil. Les quelques proies hommes que j'ai en thérapie. Alors, oui, les quelques proies hommes que j'ai en thérapie sont en général des gens brillants avec un côté gros nounours, un côté gentil, vraiment gentil, quoi. Et ils tombent sur une adorable emmerdeuse qui tourne à la virago jusqu'à des extrêmes vraiment sombres. Enfin, j'ai récemment eu l'histoire indirecte d'une femme qui a tout fait pour que son mari, en dernier stade de cancer, meure le plus vite possible. Donc, la destructivité de ces dames n'est pas moindre que celle de ces messieurs. Ces agresseurs, que peut-être on qualifie trop souvent de pervers narcissiques, on va voir justement, c'est qui? Alors, ce sont des gens qui sont porteurs d'une pathologie. Cette pathologie, elle a été bien repérée en première intention par un psychanalyste qui s'appelait Paul-Claude Racamier, qui a d'une pensée très fine, qui a, le premier donné le nom. Alors ça n'a pas attendu Paul-Claude Racamier pour, exister, mais ça a été repéré par Paul-Claude Racamier. Je pense même qu'aujourd'hui, on le repère parce que, c'est comme on parle de consentement et cetera, on le voit mieux en fait. Ce sont des gens qui sont malades. Une équipe de chercheurs français plus récente que Racamier, dirigée par le professeur Chabrol, a montré que les prédateurs étaient porteurs de 4 personnalités caractéristiques qui sont le narcissisme pathologique, la plupart du temps grandiose, parfois déficitaire, mais la plupart du temps grandiose. La psychopathie, c'est la psychologie des têtes brûlées qui n'aiment que le risque, qui prennent des risques exagérés et sans égard pour les conséquences et qui n'apprennent pas de leurs échecs. Donc, les psychopathes, on en trouve dealers de drogue, mais on en trouve traders dans une banque aussi. C'est, voilà. Le machiavélisme, c'est-à-dire la capacité d'avoir 15 coups d'avance et la manipulation. Et enfin, le sadisme. Le triste sadisme qui est le fait de jouir de la douleur d'autrui. Voilà. Donc les prédateurs, c'est plutôt ça. Maintenant, en effet, les pervers narcissiques, on en met à toutes les sauces. J'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que le sociologue Marc Joly, qui a fait sa thèse d'habilitation à diriger la recherche là-dessus, dit que c'est une catégorie de combat, et notamment de combat féministe. Et du coup, il m'a un peu réconciliée avec le vocable. Je me dis, ok, d'accord. Maintenant, chacun, en psycho, c'est particulièrement vrai, chacun s'institue capable de faire un diagnostic, ce qui n'est pas vrai, ça n'empêche pas les gens d'avoir un gros discernement, mais c'est un peu fin, l'apprentissage du diagnostic. Et donc, quelquefois, malheureusement, étiqueter l'autre de perversion narcissique, ça évite de poser les bonnes questions quand la relation dysfonctionne, voire de se remettre soi en question, en tout cas de trouver les chemins pour réellement résoudre le problème. Parce qu'en effet, quand l'autre est réellement pervers narcissique, tôt ou tard, la seule chose à faire, c'est renoncer à ce que ça change et partir planter sa tente ailleurs. On est pervers narcissique ou on le devient? Alors ça, c'est une grande question. Les recherches sont en cours, donc il y a plusieurs théories sur la perversion narcissique. La plus ancienne, celle de Racamier, même si je risque un peu de trahir sa pensée, c'est que la perversion narcissique est comme un arsenal défensif pour éviter de devenir schizophrène. D'accord ? C'est une espèce de cerclage de narcissisme grandiose pour éviter que le moi se morcelle et que la personne ne devienne schizophrène.
Donc ça contribue à expliquer pourquoi on n'y peut rien. C'est que c'est déjà une victoire contre la folie, on ne peut pas leur en demander plus. Bon. D'autres psys, comme Didier Pleu, et pas seulement lui, Jung, pas le psychanalyste Jung, Jeffrey Jung et Janet Klosko disent qu'il y a un schéma, donc c'est les théoriciens de la thérapie des schémas, disent qu'il y a un schéma qui s'appelle Tout nous est dû, et très franchement, quand on lit la description du schéma, on retrouve quand même pas mal de caractéristiques qui nous intéressent. Et donc là, c'est lié à des enfants qui ont été élevés d'une façon... en fait déshumanisante, c'est-à-dire que la mère ne revendique pas d'être une personne et à chaque demande de l'enfant, on répond à chaque demande de l'enfant sans lui donner la frustration nécessaire. C'est les enfants rois de Didier Pleu. C'est les enfants rois de Didier Pleu, voilà. Donc, c'est pas complètement recouvrable, mais quand même, ça sonne une cloche. Et puis, les recherches les plus actuelles qui ne sont pas terminées, donc on ne s'excite pas, ça n'est pas sûr, mais c'est une piste, et je la trouve intéressante, serait une piste neurologique. Aujourd'hui, de toute façon, toute la psycho passe par la neuro, à tort ou à raison, voilà. Et donc, on parle d'un éventuel déficit de neurones miroirs, qui sont les neurones qui sont à la base de l'empathie. Et donc, l'idée serait de faire de la difficulté à être empathique la racine même du trouble pervers narcissique. Je dois bien dire que c'est assez convaincant. C'est intéressant, effectivement. C'est vraiment intéressant. Maintenant, personne ne dit qu'on est sûr que c'est ça. C'est une piste explorée. Je la trouve intéressante. Alors, on va voir si on peut s'en sortir et qui peut aider à quelle occasion tout de suite. Carnet de santé donc consacré à l'emprise, un mécanisme qui détruit celui qui en est victime. Est-ce qu'on peut s'en sortir et comment? On en parle avec Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique François Saint-Jour et à la vidéo Jordan Fuentes. Si on en revient effectivement aux relations d'emprise amoureuse, on se dit toujours, il va changer, il va se remettre en question, je peux le faire changer. Dans ces cas-là, c'est toujours faux. C'est pas lui qui va changer. Ah non, c'est pas lui qui va changer. Non. Ou alors, il va falloir 60, 70 ans. Donc la seule issue, c'est de fuir. Ouais. Comment réaliser et accepter qu'on est sous emprise? Qu'est-ce qui peut déclencher une prise de conscience? Alors, ça peut être très long. Notre émission d'aujourd'hui peut déclencher une prise de conscience. Une personne qui s'ennuie dans une gare et qui tombe sur un de mes bouquins ou le bouquin de quelqu'un d'autre peut déclencher une prise de conscience. YouTube déclenche des prises de conscience. En fait, il y a 2 temps, enfin 3 même. La personne constate que le couple dysfonctionne. Elle finit par se dire qu'elle c'est pas forcément de sa faute, ce qu'elle croit au début, qu'il y a autre chose. Du coup, elle va se mettre à chercher. Et aujourd'hui, Dieu soit loué, la ressource est disponible. Il suffit de taper 3 mots sur un moteur de recherche pour tomber sur de la ressource. Voilà. Mais on n'a pas envie forcément de voir. Alors, voilà. Alors souvent, on voit puis on oublie, on voit puis on oublie, on voit puis on oublie le nombre de patients qui on ne veut pas s'être trompé. On ne veut pas s'être trompé et puis on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que quand on a des souvenirs avec la personne, quand on a des souvenirs de moments extraordinaires avec la personne, quand on a construit avec la personne, quand on a des enfants avec la personne, c'est très difficile de se dire c'est foutu. C'est une des beautés de l'être humain, en fait. Sauf que le pervers narcissique, excellemment, il sait transformer les qualités en défauts. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Donc, longtemps, on y croit. Longtemps, on essaye encore, on essaye encore, on essaye encore. Il faut vraiment être arrivé à un moment de désespoir, au sens littéral, de plus d'espoir, pour commencer à faire le chemin de réaliser. Quelquefois, on parlait des proches tout à l'heure, quelquefois ce sont les proches qui disent « Ah, tu devrais lire ça, ah, tu devrais regarder ça » ou, je pense à une de mes patientes, c'est une collègue qui a lâché le mot « pervers narcissique » au milieu de la conversation. Pour les proches, c'est souvent difficile parce qu'à la fois, ce prédateur est absolument charmant extérieurement et en même temps, les proches ont toujours du mal à comprendre qu'on puisse rester si ça ne va pas. Donc, ils sont souvent dans le jugement. Ah oui, complètement. Ça n'aide pas, ça. Ah là, non seulement ça n'aide pas, mais ça contribue en fait à la dévalorisation de la proie, en effet. C'est compliqué d'être proche d'une personne sous emprise. Il faut avoir en tête, parce que ça, je crois que on sait tous à peu près intuitivement, il faut avoir en tête que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près les mêmes mécanismes qu'une personne qui est dans une secte, en fait. Une personne qui est sous emprise, c'est comme une personne qui est dans une secte, mais une secte individuelle, on va dire. Donc, l'idée, c'est
d'écouter, d'accueillir, d'être là, quelquefois d'être là pour des choses très superficielles, aller faire du shopping, aller boire un café, parler du temps, voilà, pas forcément parler de la profondeur, là. Être là, pour être là au moment où la proie commence à raconter. Et alors une chose très importante à faire quand la proie commence à raconter, c'est se taire. Écoutez. Écouter, se taire. Et je rappelle qu'on écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Se taire. Voilà. Ou dire très peu, ou faire quelques commentaires non verbaux, mais c'est tout. Être là au moment où la proie a matériellement besoin d'aide. Je suis partie, est-ce que je peux venir avec les enfants dormir chez toi? Voilà, donc être prêt à se pousser du salon pour laisser la proie dormir là. Pardon, et puis de temps en temps, l'entourage qui, souvent, lui, est allé explorer avant la proie ce qui se passe, va commencer à mettre des mots. En fait, il y a 2 écueils à éviter quand on est l'entourage. Le premier, c'est l'écueil du déni, mais non, il est charmant, c'est toi qui es vraiment Ça, une c'est emmerdeuse. clair. Et l'écueil de la pression. Quitte-le, quitte-le, je te dis de le quitter, quitte-le, quitte-le, quitte-le. Jamais. C'est un jamais. accompagnement, en fait, qu'il faut faire. C'est un accompagnement avec une infinie patience. Voilà, Notre-Dame réouvre, allez brûler des cierges. Voilà, avec une infinie patience. Et sans juger. Sans juger, avec une infinie bienveillance. Voilà, et la capacité à supporter des récits qui radotent. Est-ce qu'il faut absolument une aide psychologique à la fois pour arriver à rompre, mais également pour se reconstruire? Parce qu'on imagine bien à quel point ça abîme profondément à long terme et en profondeur, même si on se sépare. Hein. Alors, il ne faut jamais absolument une aide psychologique, jamais. On peut s'en sortir autrement. Aujourd'hui, il y a plein de ressources documentaires. On peut avoir des amis formidables. Vous connaissez le mot de Jung à sa fille. Ah, ma chérie, avant les psychanalystes, on avait des amis. Voilà. Donc, il y a des amis Ça va faire formidables. plaisir aux amis. Absolument. Il y a des amis formidables qui peuvent aider. Il y a des groupes de soutien. Il y a des associations. Les psys peuvent aider à condition d'être correctement formés. Ce que j'allais dire, est-ce qu'ils sont assez formés? Ça dépend, en fait. Ça dépend. J'entends les patients qui viennent me voir, j'entends de tout comme retour. J'entends des psys qui disent « ça n'existe pas ». Bon, là, on est un petit peu embêtés. Il y a des psys qui ne repèrent pas le truc parce qu'en effet, quand on ne connaît pas la forme, on ne peut pas la repérer. Il y a des psys qui repèrent et qui disent « moi, je ne sais pas faire, va voir Ziegler ». Et puis, il y a un tas de psys qui sont tout à fait formés. J'ai tendance à penser, ne me faites pas parler au-delà, qu'on sait de quoi on parle quand on l'a vécu. Les médecins traitants, les généralistes, sont formés pendant leurs études à ce phénomène? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a bien longtemps que je ne me suis pas penchée sur le parcours des études médicales. Ça serait nécessaire. Ça serait absolument nécessaire, parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont formés. Hein. Je sais qu'il y a des alertes qui ont été posées par des généralistes. Donc, il faudrait former les généralistes, il faudrait former les policiers, il faudrait former les gendarmes, il faudrait former les juges. Et puis, bien évidemment, il faudrait former mes collègues. Allez, tous les psys sous emprise. Hop, on en reparle après. Très bien. Voilà un message très fort. Merci infiniment vraiment pour toutes ces explications. Si vous voulez en savoir plus, votre livre « Qu'est-ce que l'emprise ? Violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail. Comprendre les mécanismes et s'en prémunir », c'est paru donc en août dernier chez Solar. C'est extrêmement instructif et je pense que c'est vraiment une aide importante pour les gens qui justement se posent des questions, savoir où ils en sont, s'ils ne seraient pas sous une relation d'emprise. Et on le disait, ça concerne tous les domaines, pas que l'amour, mais l'amitié, le travail, c'est extrêmement important. Voilà. La prochaine émission sera consacrée à la place d'un outil qui fascine autant qu'il inquiète, c'est l'intelligence artificielle. On verra dans quel domaine de la santé et comment elle est utilisée aujourd'hui, quels sont ses apports, si elle présente des dangers éventuellement pour les médecins ou pour nous. Et vous apprendrez notamment, c'est une étude récente qui le montre, qu'elle serait douée d'empathie avec les malades, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Bon, évidemment, on décryptera tout ça dans la prochaine émission.